Dans cette troisième partie de complément sur les circuits linéaires et stationnaires, je voudrais revenir sur l'analyse de ces circuits en régime permanent sinusoïdal. En particulier, je vais rappeler ou introduire, si cela n'a pas déjà été fait dans le cours de circuit précédent, la terminologie de phaseur et d'impédance complexe. Alors ces notions sont absolument cruciales dans l'analyse, par exemple, des réseaux de transport d'énergie électrique. Alors les phaseurs étant des nombres complexes, je fais ici sur cette diapositive quelques rappels sur les propriétés de base des nombres complexes. Alors je ne vais pas faire ici une revue de ces propriétés que je supposerai maîtriser. Juste peut-être vous rappeler que si vous multipliez des nombres complexes comme ici, la représentation la plus commode est celle par module et argument. Alors que si vous additionnez ou soustrayez des nombres complexes, la forme la plus commode est la forme cartésienne x plus jy. Alors pour commencer, rappelons la forme de la réponse d'un système linéaire et stationnaire à une entrée sinusoïdale. Alors on considère ici un système linéaire et stationnaire stable dont la fonction de transfert est g de s. Et supposons qu'on excite ce système avec une entrée sinusoïdale qu'il est en général plus pratique d'exprimer sous la forme complexe exponentielle j oméga t. Alors bien sûr en pratique l'entrée physique sera cosinus oméga t ou sinus oméga t, c'est-à-dire la partie réelle ou imaginaire de cette exponentielle j oméga t, et on prendra en sortie la partie réelle ou imaginaire de la sortie. En tout cas, il y a un théorème majeur qui a été introduit dans ELE 1600A et qui dit que la sortie, en réponse à cette excitation sinusoïdale, est de la forme g de j oméga fois le même signal exponentiel j oméga t, plus un terme transient ici qui meurt quand t augmente. En d'autres termes, on obtient en sortie en régime permanent, c'est-à-dire quand le terme transitoire a disparu, un signal sinusoïdal aussi, de même fréquence oméga, est simplement multiplié ici par g de j oméga, où g est la fonction de transfert du système. Alors rapidement, pour démontrer ce résultat, on peut passer par l'utilisation de la transformée de Laplace. L'entrée x de t égale exponentielle j oméga t a une transformée de Laplace qui est égale à 1 sur s moins j oméga. Et donc la transformée de Laplace de la sortie, ici pour des conditions initiales nulles, est de la forme g de s sur s moins j oméga. Alors maintenant, g de s a été supposé être une fonction de transfert stable, et donc tous ces pôles sont strictement à gauche du plan S. En particulier, g de s n'a pas de pôle à j oméga, puisque j oméga est sur l'axe des imaginaires. Ainsi donc, la fonction rationnelle g de s sur s moins j oméga a un pôle simple à j oméga. Et donc si on fait une décomposition en fractions partielles, on va obtenir un premier terme de la forme a sur s moins j oméga, plus d'autres termes ici qui dépendent de la position des pôles de g. Donc c'est des techniques de décomposition en fractions partielles a été vue dans Math 1115 par exemple. Alors, comment calculer le facteur a ici? Eh bien, simplement, on multiplie à gauche et à droite par s moins j oméga. À gauche, on obtient donc g de s. À droite, on obtient a plus s moins j oméga fois un terme. Mais ce terme n'a pas de pôle à j oméga puisqu'il a des pôles seulement au pôle de g. Et donc ensuite, en prenant s égale j oméga, on obtient g de j oméga est égal à a plus 0, donc a égale g de j oméga. En inversant maintenant cette transformation de Laplace, on passe de xs de s à xs de t, et on obtient, donc pour a sur s moins j oméga, avec a est égal à j oméga, le terme ici g de j oméga fois exponentielle j oméga t, l'exponentielle ici correspondant au 1 sur s moins j oméga. Les autres termes ici qui constituent xs de t viennent de l'inversion des termes supplémentaires dans la décomposition en fractions partielles.
Mais ces termes ici ayant tous des pôles strictement stables, ils correspondent dans le domaine temporel à des fonctions stables, c'est-à-dire qui sont transitoires et tendent vers 0 avec le temps. En particulier, plus G est stable, c'est-à-dire plus ses pôles sont à gauche, plus les termes transients disparaissent vite. Pour récapituler, donc, si l'entrée est de la forme exponentielle j-t, alors la sortie en régime permanent, c'est-à-dire après que les transients aient disparu, est de la forme g de j fois exponentielle j-t. Alors si maintenant j'écris g de j, la valeur de la fonction de transfert à j, sous la forme module et argument, que je dénote le module m et l'argument phi ici, alors xs de t est égal à m de oméga exponentielle j-t plus phi de oméga. Alors je peux prendre maintenant la partie réelle de chaque côté pour avoir des signaux plus physiques. Et donc si ici l'entrée xe est de la forme une amplitude x0 fois cosinus oméga t, cosinus oméga t étant la partie réelle de l'exponentielle j-t, alors la sortie est de la forme l'amplitude x0 multiplié par m de oméga, qui est l'amplitude de gj oméga, multiplié par cosinus oméga t plus phi oméga, phi de oméga étant l'argument de g de j oméga. Alors encore une fois, ce xs ici est la réponse en régime permanent. La vraie réponse à des termes additionnels transitoires qui ne sont pas écrits ici et qui tendent vers 0 plus ou moins rapidement avec le temps. Pour G suffisamment stable, ces termes transients en général ne sont pas observés au laboratoire. Alors ce résultat est absolument fondamental et encore une fois il dit que la sortie XS ici en régime permanent est une sinusoïde à la même fréquence ou pulsation oméga. Par contre, il y a un décalage de phase, phi de oméga qui dépend de la fonction de transfert, et une multiplication par m de oméga, le module de g de j oméga. Alors, si ces idées ne sont plus très claires, je vous invite à réviser le chapitre 3 du cours le 1600A. À ce point, je peux maintenant définir la notion de phaseur. Alors, tout d'abord, une parenthèse, la notation RPS ici dans les diapositives signifiera régime permanent sinusoïdal. Alors supposons qu'on a une source sinusoïdale qui excite notre système avec un signal de la forme U0 cosinus oméga t. Alors par convention, je fixerai la phase de ce signal comme étant 0 ici, bien que ça n'ait pas d'importance et qu'on ait pu choisir un autre signal comme origine des phases. Alors, si le circuit est linéaire et stationnaire, avec une telle source sinusoïdale, en régime permanent, tous les signaux dans le circuit sont des sinusoïdes oscillant à la même fréquence oméga. Alors, comme avant, il est plus pratique en fait d'utiliser la notation complexe, donc on écrira ici U de t est égal à U0 exponentielle j oméga t, sachant que le signal physique peut être vu comme la partie réelle de cette exponentielle. On aurait pu aussi choisir la partie imaginaire et une sinusoïde. Donc encore une fois en régime permanent, avec une entrée U0 exponentielle j oméga t, n'importe quel signal dans le circuit est de la forme y de t est égal à module de g de j oméga multiplié par u0 multiplié par exponentielle j oméga t plus l'argument de j oméga, où g ici est la fonction de transfert de u à y. Alors c'est un peu lourd de garder dans la notation de tous ces signaux le terme exponentiel j oméga t ici ou ici, qui dit finalement simplement que ces signaux sont des sinusoïdes oscillant à la fréquence oméga. Et donc, pour l'étude et le calcul en régime permanent sinusoïdal, on aura tendance à simplement omettre ce terme exponentiel j oméga t. Ce qui m'amène à la définition d'un phaseur. Donc, si j'ai un signal S de t est égal à A exponentielle j oméga t plus phi, où A est son amplitude, donc par exemple, dans le cas de y de t, ici, A est égal à u0 fois g de j oméga en module.
phi est égal à l'argument de g de j oméga. Alors notez que représenté dans le plan complexe, un tel signal S de t décrit un point qui tourne sur un cercle de rayon A à la vitesse angulaire oméga. Alors pour un tel signal sinusoïdal, on définit son phaseur qui est maintenant un nombre complexe comme étant simplement A exponentielle j phi où A est l'amplitude et phi est la phase ici. Une autre notation que vous rencontrerez souvent étant aussi de simplement écrire le module ici et puis l'angle de phase avec le signe d'angle. En d'autres termes, le phaseur résume l'amplitude et la phase du signal et on se rappellera que tous les signaux comportent un terme supplémentaire exponentiel j oméga t en régime permanent sinusoïdal. Alors réécrivons maintenant notre théorème fondamental d'analyse en régime permanent sinusoïdal en termes de phaseur. Supposons que le phaseur d'un signal U de t est U ici. Alors le phaseur d'un autre signal dans le circuit relié à U par la fonction de transfert G, c'est-à-dire dont la transformée de la place Y est égale à G fois U. Alors son phaseur est simplement Y est égal à G de J oméga fois le phaseur de U. Alors encore une fois, ce résultat ici est très important, mais n'est qu'une répétition de ce qu'on a dit au premier point ici et dans la diapositive précédente. Alors notez aussi que les phaseurs dépendent en général de la fréquence. Alors on le voit ici dans le premier exemple. Pour ma source U de t, ici, son phaseur est constant. C'est simplement U0. Par contre, le phaseur d'un autre signal Y de t ici dans le circuit est G de J oméga fois U0. Et donc il dépend bien de oméga. Donc pour marquer cette dépendance, on pourra écrire S de J oméga si le phaseur est S, ou bien l'amplitude à la faire dépendre de oméga, ainsi que phi de oméga. Alors notez aussi que j'utilise cet alphabet ici pour dénoter les phaseurs, mais que si vous consultez d'autres ouvrages, ils utiliseront en général d'autres conventions et notations. Donc encore un récapitulatif, pour un circuit linéaire et stationnaire stable, excité par une entrée U sinusoïdale, la réponse Y est de la forme d'un transitoire et un signal de régime permanent. Ce signal en régime permanent étant un signal sinusoïdal aussi, oscillant à la même fréquence que U. Si on ne s'intéresse qu'à ce terme de régime permanent, il contient un terme en exponentielle j oméga t, et donc il suffit de connaître le phaseur Y de ce signal pour connaître tout ce signal. En conclusion, donc, pour calculer les signaux d'un circuit en régime permanent sinusoïdal, il suffira de calculer les phaseurs des signaux. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien calculer les phaseurs, cela se fait exactement de la même façon qu'on calcule les transformées de Laplace en utilisant la notion de fonction de transfert. En d'autres termes, pour chaque dipôle, on définit son impédance complexe Z de J oméga, qui est le rapport du phaseur de tension divisé par le phaseur d'intensité, ce qui donne pour une résistance l'impédance complexe R, pour un condensateur l'impédance complexe 1 sur JC oméga, et pour une bobine l'impédance complexe JL oméga. Alors notez que ces impédances complexes sont exactement la même chose que les impédances opérationnelles avec S remplacé par J oméga, oméga étant la fréquence d'excitation de la source. Alors de la même façon que les impédances opérationnelles vous permettaient de calculer les transformées de Laplace des signaux dans un circuit linéaire et stationnaire dont les conditions initiales sont nulles, les impédances complexes vous permettent de calculer les phaseurs de vos signaux en régime permanent sinusoïdal. Si deux signaux U et Y ont leur transformée de Laplace reliée par la fonction de transfert G de S ici, alors on voit immédiatement que leurs phaseurs en régime permanent sinusoïdal sont reliés ici par G de J oméga.
Alors un peu de terminologie et peut-être de rappel avant de passer à un exemple. Alors si Z est une impédance complexe ou opérationnelle, sa partie réelle s'appelle résistance, sa partie imaginaire s'appelle réactance, et une notation standard est R pour la résistance et X pour la réactance. Et donc Z est égal à R plus JX. Si Y est une admittance maintenant, opérationnelle ou complexe, c'est-à-dire l'inverse d'une impédance. Alors sa partie réelle s'appelle conductance et sa partie imaginaire s'appelle susceptance. Et la notation standard est de prendre G pour la conductance et B pour la susceptance, c'est-à-dire d'écrire Y est égal à G plus JB. Alors il y a bien sûr des relations entre R et X d'une part et G et B d'autre part. Ces relations se trouvent en écrivant y égale 1 sur z. 1 sur z, ça s'écrit aussi l'adjoint de z divisé par module de z carré. Maintenant on écrit z étoile sous la forme r moins jx, et z carré c'est r2 plus x2. Et ça nous donne g est égal à r sur r2 plus x2, et b est égal à moins x sur r2 plus x2. Si je fais maintenant la même chose en écrivant z égale 1 sur y, on obtiendra r est égal à g sur g2 plus b2 et x est égal à moins b sur g2 plus b2. Alors maintenant, comme vous l'avez vu au cours précédent, ELE 1600A, les théorèmes fondamentaux, théorème de Thevenin, Norton, théorème de superposition, se généralisent aux circuits linéaires et stationnaires, à condition de changer résistance par impédance, qu'elle soit opérationnelle ou complexe pour le régime permanent sinusoïdal. De même pour la notion d'impédance d'entrée et de sortie d'un quadripôle, en régime permanent sinusoïdal, on obtient des impédances qui dépendent de la fréquence. Une bobine, par exemple, Z égale JL oméga, a une impédance bien entendu nulle pour oméga égale 0 et infinie quand oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire aux hautes fréquences. Alors, dans l'analyse des circuits en régime permanent sinusoïdal, comme ici, vous rencontrerez souvent la notation suivante où on ne dénotera que les phaseurs des signaux sur le circuit ainsi que les impédances complexes. Alors supposons ici par exemple que la source soit de la forme 2 fois cosinus 1000t, c'est-à-dire la pulsation ici est de 1000 radians par seconde, que la résistance R ici est de 10 ohms, la bobine de 10 millihenry et le condensateur de 50 microfarads. Alors vous allez voir dans les livres des notations de circuit de cette forme. Tout d'abord pour le phaseur de la source, son amplitude est de 2, sa phase est de 0. Ensuite pour les impédances complexes, la résistance est de 10 ohms. Pour la bobine, on écrira JL oméga ici, donc J fois 10, 10 étant 10 millihenry fois oméga égale 1000. Et vous trouverez comme unité ici pour ces impédances complexes des ohms. Pour le condensateur maintenant, son impédance complexe est 1 divisé par J c'est oméga. 1 sur J c'est la même chose que moins J, et c'est comme ça que vous le trouverez en général dans les ouvrages avec un moins devant. Le 20 ici correspond à 1 divisé par 50 microfarads multiplié par oméga. 1 sur C oméga. Alors supposons maintenant que pour ce circuit, la question soit de calculer le phaseur V de sortie, c'est-à-dire à la pulsation 1000 radians par seconde. Alors notez l'erreur, ici il devrait y avoir un 0 supplémentaire. Eh bien pour calculer ce phaseur, on peut simplement utiliser la notion de diviseur de tension, donc le phaseur de Vout. C'est l'impédance complexe du condensateur divisé par la somme des impédances multiplié par le phaseur de l'entrée. Donc ici le phaseur de l'entrée est 2, l'impédance complexe
du condensateur, c'est moins J fois 20, et la somme des impédances est ici au dénominateur. Alors on obtient quasi immédiatement après quelques calculs, pour le phaseur de sortie, 2 racines de 2 pour son amplitude et 45 degrés pour sa phase. En d'autres termes, le signal dans le domaine temporel est égal à 2 racines de 2 fois cosinus 1000t plus 45 degrés. Alors notez bien aussi que si vous faites le rapport des phaseurs, V de sortie divisé par V d'entrée, vous obtenez G de J oméga, où G est la fonction de transfert, c'est-à-dire vous obtenez en fait la réponse en fréquence. Alors cette réponse en fréquence s'écrit ici sous cette forme, encore une fois en utilisant le diviseur de tension. Et cette réponse en fréquence ici est celle d'un passe-bas d'ordre 2 dont je vous laisse calculer ici la fréquence de résonance et l'inverse ici du facteur de qualité. Alors pour des circuits contenant des ampli-up fonctionnant en régime linéaire, on peut bien entendu faire de la même façon des calculs de phaseurs en régime permanent sinusoïdal. Encore une fois, comme pour les circuits dynamiques qu'on a rencontrés précédemment, il suffit juste d'utiliser les impédances complexes ici. Alors à titre d'exercice, je vous demande ici de calculer le rapport du phaseur de sortie divisé par le phaseur d'entrée en fonction de oméga, ce qui n'est autre que la réponse en fréquence du circuit. Puis de calculer ici l'impédance complexe de ce circuit à 1000 radians par seconde pour les valeurs de composants qui sont données ici.